Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Vous avez déjà remarqué? Je sais pas si vous avez remarqué. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais oui, j'ai remarqué, évidemment. Bon ok, ça fait un peu cliché comme intro, mais je sais pas si vous avez remarqué, mais effectivement quand on parle de poésie, on utilise tout un tas de mots de vocabulaire qu'on n'utilise pas d'habitude. On va parler des strophes, on va parler d'alexandrin, on va parler de rimes suffisantes, on va parler de rimes plates. Je vais vous expliquer en toute simplicité quels sont les mots de vocabulaire importants à bien connaître pour pouvoir s'exprimer correctement lorsque l'on parle de poésie. Générique. On va commencer par nuancer un petit peu ce que je vous disais en intro. Le problème c'est que c'est pas la poésie contre le reste des textes, mais ça va plutôt être une opposition entre la prose et le vers. Pourquoi je précise ça? Eh bien tout simplement parce que la versification n'est pas utilisée que dans la poésie. C'est aussi le cas dans tout un tas d'œuvres, notamment des pièces de théâtre. Et notamment les pièces de théâtre classiques. Vous voyez par exemple sous vos yeux apparaître un extrait d'une tirade, la tirade fameuse de Théramène racontant la mort d'Hippolyte dans la pièce de Jean Racine, Phèdre. Vous voyez bien ici que c'est de la versification, et pourtant, c'est pas du tout de la poésie. D'un autre côté, on retrouve des poèmes. Donc on est en plein dans la poésie, des poèmes qui ne sont pas écrits en vers, mais qui sont écrits en prose. Et c'est pas juste des mecs paresseux qui savent pas compter les syllabes. Hein. Je veux dire, Baudelaire par exemple est l'un des auteurs de poèmes en prose les plus connus. Et Baudelaire, c'est pas ton voisin en short. Baudelaire, c'est Baudelaire. Il pèse, d'accord? Donc s'il décide d'écrire en prose, c'est parce que c'est un choix voulu. Donc la poésie peut tout à fait exister en prose. Alors la différence entre les deux, c'est quoi? La différence entre les deux, elle est très très simple. En prose, vous allez à la ligne lorsqu'il n'y a plus de place sur la feuille. C'est tout. C'est aussi bête que ça. C'est-à-dire que théoriquement, si vous aviez une feuille suffisamment grande, n'importe quel roman pourrait être écrit sur une seule ligne. Bon, alors c'est pas tout à fait vrai parce qu'il y a les paragraphes, etc. Mais l'idée c'est ça, vous allez à la ligne quand il n'y a plus de place. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça n'a aucun sens, mais absolument aucun sens de compter la longueur d'un roman en pages. Parce qu'en fait, ça dépend de la taille de la police, puisqu'en fait on va à la ligne quand il n'y a plus de place quoi. En vers, donc quand on utilise la versification, c'est tout à fait différent. Là vous allez à la ligne quand vous voulez. Et du coup, oui, ça change tout. Alors, quand on veut, pas tout à fait. Il y a quand même quelques règles à suivre, ou qu'on peut décider de ne pas suivre. Mais il y a des règles, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, puisque le vers est la base de la versification, on va commencer par là. Alors, c'est quoi un vers? Eh bien, du coup, c'est à peu près l'équivalent d'une ligne en prose. C'est-à-dire, c'est un ensemble qu'on écrit, et à la fin de cet ensemble, on décide d'aller en dessous, d'aller au vers suivant, à la ligne suivante. J'insiste bien là-dessus, parce que beaucoup d'élèves, par exemple, ou de jeunes disent c'est à la phrase suivante, c'est pas des phrases, d'accord? Les phrases, comme en prose, elles commencent avec une majuscule, elles se terminent par un point, et puis c'est marre, il n'y a pas d'autre exemple. En revanche, un vers, c'est quand on décide volontairement d'aller à la ligne. D'ailleurs, on peut rencontrer un problème lorsque le vers est plus long que la feuille sur laquelle il est écrit. Et à ce moment-là, les poètes, pour bien montrer que ça n'est pas encore la fin du vers, ils mettent à la toute fin de la ligne suivante, la fin du vers avec un petit décroché comme ça. Pour bien montrer que même s'ils ont été obligés, contraints par la page à aller à la ligne, le vers n'est pas terminé. Alors les vers, en fait, la plupart du temps, on décide d'aller à la ligne, de terminer son vers lorsqu'on a atteint un nombre de syllabes qu'on avait prévu à l'origine. Alors c'est surtout le cas dans la poésie occidentale et en particulier dans la poésie française. On retrouve cette notion de musicalité et de compte des syllabes et de rimes dans la plupart des cultures, mais il y a parfois d'autres éléments qui entrent en jeu, notamment dans les poésies orientales, où une dimension visuelle doit se dégager aussi du texte. C'est pas du tout le cas chez nous. Nous, c'est dégueulasse en fait. Les vers sont pas réguliers et ça donne un ensemble un peu moche. Donc non, on va compter les syllabes. En fonction du nombre de syllabes présentes dans le vers, les vers vont avoir des noms différents. Vous voyez dans ce tableau, les noms qui correspondent au type de vers en fonction du nombre de syllabes qui les composent. Le monosyllabe, le disyllabe, le trisyllabe, le tétrasyllabe, le pentasyllabe, l'hexasyllabe, l'heptasyllabe, l'octosyllabe, l'énéasyllabe, le décasyllabe, etc. Après, ils sont pas tous très souvent utilisés. On utilise le plus souvent les vers pairs, et parmi eux, ceux qu'on utilise le plus, ça va être l'octosyllabe, le décasyllabe, et évidemment, el famoso alexandrin.
Alors, l'alexandrin, qui est le vers le plus utilisé dans la poésie française, et pour une raison très simple. Eh bien parce que il est considéré comme le vers le plus parfait, le plus noble, le plus absolu. Et c'est donc pour ça que les poètes vont en user et en abuser. Le nom alexandrin viendrait d'un roman médiéval, donc sorti au Moyen-Âge, qui s'appelle le roman d'Alexandre, et qui racontait effectivement une partie de l'épopée d'Alexandre le Grand, et donc c'est le premier texte qu'on a retrouvé littéralement écrit en alexandrin. Après, ce qui est intéressant, c'est que ce terme d'alexandrin a été donné au fin 15e, début 16e siècle, enfin en tout cas à la Renaissance. Et alors, est-ce qu'il se basait vraiment sur ce texte-là? C'est peut-être juste une légende, mais en tout cas, c'est de là que ça viendrait. C'est intéressant de parler de tout ça, parce qu'en fait, les poètes, lorsqu'ils choisissent les vers qu'ils vont utiliser, eh ben, en général, ça a du sens. Donc l'alexandrin, je vous l'ai dit, le vers le plus parfait, le plus noble, le plus pur, il est souvent utilisé dans les poèmes lyriques. C'est le vers qui va correspondre au lyrisme, donc l'expression des sentiments. En revanche, le décasyllabe ou l'octosyllabe, qui sont des vers qui étaient déjà très utilisés au Moyen-Âge, notamment dans les épopées, dans les chansons de geste, dans les romans de chevalerie, ce sont des vers qu'on va plutôt utiliser lorsqu'on raconte quelque chose, lorsqu'il y a une dimension narrative au texte. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien, en fait il faut juste qu'on se mette d'accord sur comment on compte les syllabes, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'en France, il y a tout un tas d'accents qui existent, et qu'on ne parle pas français exactement de la même manière à Marseille, à Brest, à Strasbourg, à Arras, à Paris, et puis même si on va au-delà des frontières de la métropole et qu'on parle de toute la francophonie, on est bien d'accord qu'un Camerounais ne parle pas français avec le même accent qu'un Québécois. Et du coup, on s'est mis d'accord sur une façon de réciter la poésie, une façon de la lire et donc une façon de compter les syllabes. Et cette façon, elle ne correspond à aucune manière de parler, à aucun endroit, ni en France, ni dans le monde. Et c'est ça qui donne un peu ce côté artificiel parfois lorsqu'on lit ou qu'on écoute de la poésie. On se dit, personne parle comme ça. Ben oui, c'est assumé, personne parle comme ça, c'est juste un code pour que tout le monde parle de la même manière, en tout cas écrivent la poésie de la même manière, malgré les façons de parler. En gros, c'est un peu ça. Alors cette façon de compter les syllabes, elle est finalement pas si compliquée. Il y a un élément qui est un peu chaud. En gros, on compte toutes les syllabes. Voilà, ça c'est la règle de base, on compte toutes les syllabes. Là où c'est chaud, c'est autour des E finaux, c'est-à-dire les E qui terminent certains mots. Et c'est ça qui pose problème. Déjà, le E, on ne le compte jamais à la fin d'un vers. Un E à la fin d'un vers ne compte pas, donc cette syllabe-là ne compte pas. Je vous donne un exemple avec ici un vers extrait du Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud, c'est le premier vers. C'est un trou de verdure où chante une rivière. On ne dit pas c'est un trou de verdure où chante une rivière. Le RE de la fin, on le compte pas comme une syllabe. La dernière syllabe de ce vers, c'est vière. Ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, on ne compte pas le E final non plus lorsque le mot qui le suit directement commence par une voyelle. Et là, on retrouve aussi des exemples dans ce même vers. Par exemple, on va dire « c'est un trou de verdure où chante une rivière ». On va pas dire « c'est un trou de verdure où chante une rivière ». En revanche, si le mot qui suit le E commence par une consonne, là le E est prononcé. Par exemple, toujours dans ce même vers, « chante une rivière ». Donc ça fait « c'est un trou de verdure où chante une rivière ». 12. Et là on est bon. Ça peut avoir l'air un peu chaud comme ça, et il est fort possible que vous gourriez au début, il n'y a pas de problème, c'est absolument normal. C'est juste l'entraînement, au bout d'un moment on finit par même plus s'en rendre compte, ça devient une habitude. Si vous faites l'effort de compter les syllabes à chaque fois que vous rencontrez un poème, vous allez vous rendre compte que progressivement vous allez comprendre la mécanique et voir comment ça marche. Dernier truc assez important quand on parle des vers, c'est que effectivement souvent les poètes font en sorte que l'unité de sens qui est en cours, que ce soit la phrase ou la proposition, se termine à la fin du vers. Parce que c'est plus facile, ça permet de faire ressortir les rimes, et donc en général, les poèmes se construisent de cette manière-là. En revanche, il existe des contre-exemples, et on appelle ça des enjambements. C'est lorsque la phrase enjambe le vers, c'est-à-dire qu'elle ne se termine pas à la fin du vers, mais qu'au contraire elle se poursuit en dessous, et que donc on est presque obligé de pas faire de pause et d'enchaîner tout de suite avec le vers qui est en dessous. C'est facile de s'en rappeler, c'est un enjambement puisque la phrase enjambe le vers et se poursuit sur le vers suivant. Donc il n'y a pas de signe de ponctuation, pas de virgule, pas de point-virgule, pas de point, et le sens continue tout de suite derrière. Les enjambements souvent créent ce qu'on appelle des rejets ou des contre-rejets. Le rejet, c'est quoi? C'est lorsque la phrase se termine au début du vers suivant, après l'enjambement. Le vers se déroule, enjambement, tac, fin de la phrase.
et ensuite nouvelle phrase qui termine le vers. Le petit morceau qui est sur le vers d'en dessous, on appelle ça un rejet. A l'inverse, le contre-rejet, bah, c'est l'inverse. Vous avez une phrase, point, sur le même vers, début d'une nouvelle phrase, enjambement, et hop, la suite de la phrase sur le vers d'en dessous. Donc là, c'est lorsque le rejet, au lieu d'être fait sur le vers du dessous, il est fait sur le vers d'au-dessus. Ça peut être utile, surtout si vous travaillez sur des poèmes de Rimbaud ou d'auteurs du 19e comme ça. À la période classique, c'est très très rare. Tous ces vers, on va pas les laisser comme ça en vrac dans le poème, on va les organiser dans des strophes. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Alors une strophe c'est quoi? Eh bien une strophe c'est tout simplement un paquet de vers. Voilà, c'est l'équivalent en prose du paragraphe si vous voulez. Alors les strophes, de la même manière que les vers, vont avoir des noms différents en fonction du nombre de vers qu'il y a dedans. Les vers ont un nom en fonction du nombre de syllabes, les strophes ont un nom en fonction du nombre de vers. Et je vous remets un tableau, et donc dans ce tableau vous voyez qu'on a un monostique, un seul vers, distique, tercé, quatrain, quintile, sixin, septin, huitin, neuvain, 10-1, 11-1, 12-1, 13-1, 14-1, et après, il n'y a plus vraiment de nom officiel, après, voilà, on déroule, on dit strophe de 15 vers. Il y en a deux là-dedans qu'il faut que vous connaissiez absolument, c'est le tercé et le quatrain. Tout simplement parce que ce sont les deux strophes qu'on retrouve dans le sonnet. Et je vous ferai une vidéo bientôt sur le sonnet, donc abonnez-vous pour ne pas la rater, mais vous verrez bien que c'est une des règles essentielles du sonnet, de quatrain, de tercé. D'autre part, les quatrains, on les retrouve aussi très souvent pour une autre raison qui est très simple, c'est pour le fonctionnement des rimes. Et on va en parler tout de suite. Alors les rimes, je vais pas vous faire l'affront de vous réexpliquer ce que c'est, en fait si je vais le faire. Une rime c'est quand on a le même son que l'on retrouve dans les dernières syllabes de plusieurs vers. Et donc bah, ça rime, voilà, tout simplement. Alors les rimes, il y a plusieurs choses à savoir dessus. La première chose c'est comment elles sont organisées. Donc ça c'est très important et c'est pour ça que je vous parlais du quatrain juste avant. Parce qu'en général les rimes elles marchent 2 par 2. Pour habitude, quand on parle de l'organisation des rimes, on leur donne un nom. Dès que vous avez 2 vers qui riment ensemble, vous leur attribuez une lettre de l'alphabet. En général, c'est A, puis B, puis C, etc. Et comme ça, vous pouvez écrire schématiquement les rimes et l'organisation des rimes dans un poème. Bah, par exemple, sur Nevermore en entier, on va se le faire ensemble. A, 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 A. B, 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 B. C, C, D, E, D, E. Et c'est ainsi qu'on pourra, du coup, schématiser eh bien, l'organisation des rimes dans ce poème. La méthode la plus simple, le niveau 0 basique de l'organisation des rimes, c'est ce qu'on appelle les rimes plates ou les rimes suivies. C'est-à-dire que vous avez les vers qui riment 2 par 2. Le 1 rime avec le 2, le 3 rime avec le 4, le 5 rime avec le 6. C'est ça qu'on va retrouver le plus souvent dans les pièces de théâtre en vers et qu'on va retrouver aussi dans quelques poèmes. Deuxième méthode, les rimes croisées. Les rimes croisées, c'est quand vous faites 1 sur 2. Ça va nous donner un truc du genre AB, AB. Donc là, c'est ce qu'on a vu à la fin, les 4 derniers vers de Nevermore fonctionnent sur le principe des rimes croisées. Je vous donne un autre exemple avec cet extrait de La Nuit de mai d'Alfred de Musset, où la muse prend la parole et où elle utilise au début des rimes croisées. On a jeunesse qui rime avec oppresse, Dieu avec feu, belle avec elle, pas avec bras, etc., etc. Et enfin, le dernier type d'organisation de rimes, ça va être les rimes embrassées, où là on va avoir quelque chose de type A, B, B, A. Vous allez voir là aussi, ça va, une fois que vous avez percuté le truc, c'est l'usage qui va vous aider à bien repérer tout ça. Rime plate, A, A, B, B, rime croisée, A, B, A, B, rime embrassée, A, B, B, A. Une fois que vous avez ça, vous avez tout est décomposable et tout est explicable de cette manière. Deuxième chose à savoir sur les rimes, une chose très simple, c'est la différence entre les rimes masculines et les rimes féminines. Eh bien en fait c'est très simple. Les rimes féminines, ce sont toutes les rimes qui se terminent par un E qu'on ne prononce pas. Évidemment, le E à la fin du vers ne se prononce pas, on l'a vu quand on parlait des vers et du décompte des syllabes dans les vers. Et bien à chaque fois que ça se termine par un E qui se prononce pas, c'est une rime féminine. À chaque fois que ça se termine par une autre lettre, c'est une rime masculine. Pourquoi c'est important de connaître ça? Eh bien parce que dans la plupart des poèmes, quelle que soit l'époque, mais c'est vrai que c'est surtout vrai à l'époque classique, on essaye d'alterner les rimes masculines et les rimes féminines. Si je reprends mon schéma de tout à l'heure, on va faire en sorte que la rime A, si elle est masculine, soit suivie d'une rime B féminine. Et du coup une rime C masculine, une rime D féminine, etc., etc., pour alterner les deux. C'est tout. On est bien d'accord que ça n'a absolument rien à voir avec le genre du mot, hein.
On est bien d'accord là-dessus. Ça peut être un nom masculin qui se termine par un E, ça peut être un nom féminin qui se termine par autre chose. Si par exemple vous avez un verbe qui se termine par couleur, ça se termine par un R, c'est une rime masculine. Et pourtant on dit bien une couleur. C'est débilement simple. Dernière chose très importante à savoir sur les rimes, eh bien c'est ce qu'on appelle leur richesse. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire qu'on va s'amuser à voir si la rime elle est hyper efficace ou pas. Ça veut dire est-ce qu'elle a été bien cherchée, bien travaillée ou pas. Alors il y a 3 types de rimes, on a les rimes pauvres, on a les rimes suffisantes, qui suffisent, et on a les rimes riches, ça c'est bien. Les rimes pauvres, c'est lorsque vous avez un seul son en commun dans la rime. Et je parle pas de syllabes, je parle bien de sons, ok? En gros, vous partez de la fin du vers et vous remontez les sons pour voir combien il y en a en commun. Je vous donne un exemple, reprenons du coup l'extrait de La Nuit de mai de Musset. Regardez, dans La Nuit de mai de Musset, on disait tout à l'heure que pas rimait avec bras. Mais quel est le seul son en commun entre ces deux mots? C'est juste le son A, ça fait un son. Et du coup, vu que ça fait un son, c'est ce qu'on appelle une rime pauvre. En revanche, prenons par exemple dans ce même poème la rime amour et jour. Donc on a bien à la fin le son re, ça fait un son en commun. Je remonte, on a le son ou en commun, ça fait 2 sons communs. Et si je remonte avant, on a je et me. Et du coup, ça marche plus. Donc on a bien 2 sons communs. 2 sons communs, c'est ce qu'on appelle une rime suffisante. Si on a 3 sons communs ou plus, on va appeler ça une rime riche. Et oui, je vais vous donner un exemple. Je reviens sur la tirade de Théramène évoquée au tout début de cette vidéo. On va avoir par exemple les vers indomptable taureau, dragon, impétueux, sa croupe se recourbe en repli tortueux. On va avoir impétueux qui rime avec tortueux, et si je reprends les sons en commun en partant de la fin des vers, on va avoir le son E, le son U et le son Te. Ça fait bien 3 sons en commun, on est donc confronté ici à une rime riche. Alors peut-être qu'il y en a parmi vous qui pensent, en m'écoutant, à une très célèbre scène du Cercle des Poètes Disparus. Merci, monsieur. Non, pas celle-là. Dites ce qui vous passe par la tête, allez, même si c'est une absurdité. Allez, Un fou avec les dents qui transpirent. Non, pas celle-là. Monsieur Nolan, c'est pour vous. C'est Dieu. Il exige qu'il y ait des filles à Walton. Mais non, pas celle-là. Celle où le fameux professeur incarné par Robin Williams demande à tous ses élèves de déchirer les pages dans l'introduction de leur livre de poésie, qui s'appelle le Pritchard, je crois, où en gros on explique qu'il faut mesurer les vers, mesurer le machin, les rimes, pour savoir connaître la qualité d'un poème ou pas. Et il leur dit, arrachez-moi tout ça, c'est de la daube. Ah bah, ces académiciens frileux qui mesurent la poésie comme de la rayonne. Non, non, nous n'en voulons pas ici, chassons tous les Pritchard. À présent... Et il a raison, ça sert à rien tout ce qu'on dit là. Ce qui est important, c'est juste d'avoir conscience que c'est du vocabulaire, c'est pas ça qui va faire la beauté d'une œuvre. Vous pouvez avoir un poème absolument claqué, qui respecte tout un tas de règles et qui est parfaitement régulier, harmonieux, qu'avec des rimes riches, etc. On est bien d'accord. Et des poèmes exceptionnels qui présentent des rimes pauvres. Regardez par exemple La Nuit de Musset, il y a des rimes pauvres, a priori c'est pas le truc le plus ouf du monde, et pourtant c'est un poème absolument somptueux. Donc, c'est pas ça qui va juger de la qualité d'une œuvre. En revanche, ce sont ces mots-là qui vont vous permettre de parler de poésie, de parler de la versification avec les termes qui vont bien. Au lieu de dire, tu vois, le vers qui est un peu plus long et qui est à la fin du 3e bloc de vers où il y en a 3, tu vois ce que je veux dire? Et bien là, vous dites, c'est l'alexandrin qui se situe à la fin du 3e tercet. Pouf, ça termine le truc. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. J'ai conscience qu'elle est un peu longue, mais c'était important de rappeler tout ça. Je vais essayer au montage de faire un truc à peu près cohérent parce que je suis en impro total. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, il y a plusieurs types de vidéos qui peuvent vous intéresser, des anecdotes, des débriefs de lecture, ou même voilà, d'autres explications comme ça simplifiées de cours qui ont l'air un peu complexes parfois. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me suggérer d'autres sujets, d'autres cours que vous voulez que j'aborde de manière simple sur cette chaîne. Je vous dis à tous à très bientôt, salut!